Es-tu prêt? Bien. Ce prêtre idiot ne saura rien de ce que je m'apprête à te dire. Son livre n'est que le reflet de la peur. Moi seul peux te guider sur le chemin véritable de la mort. Tu vas avoir accès à des souvenirs de ce monde, et bien plus encore. Je vais te révéler tout ce que tu dois savoir. Ne sois pas surpris de mon langage sur mes semblables. Ils ne sont en rien comme moi. Je les méprise. Ils sont faibles, vampires comme squelettes. Mais assez parlé. Nous allons voyager par l'esprit, en suivant le chemin des ombres. Comme ça, si le prêtre vient te voir dans la nuit, il te pensera endormi. Il est tellement facile de les tromper eux et leur lumière. Ah, nous y sommes. Voilà ce qui commande l'armée des morts, les seigneurs et héros de la non-vie. C'est de eux que tu dois te méfier le plus si tu veux prendre le pouvoir. Apprends à connaître leurs forces et leurs faiblesses, et tu les tueras tous le moment venu pour asseoir ta domination. Et ils se relèveront de leur tombe pour marcher sur la terre des vivants. Et chaque mortel qui tombera rejoindra leur rang jusqu'à ce que le monde ne soit que ténèbres. Alors seulement, ils connaîtront le repos et l'ordre éternel, qui sont ceux de la non-vie. Extrait du grimoire Necronium, chapitre 12, le livre de Wusoran. Du haut de leur château et de leur tour, les vampires, maîtres immortels des morts vivants, lèvent de vastes légions de zombies et de squelettes. Ces seigneurs de la non-vie et les nécromanciens surgissent de leurs repères pour asservir les vivants, en ramenant à la vie de sombres créatures et des êtres immatériels. Ils se mettent en marche contre toutes les autres créatures qui peuplent le vieux monde. Mourir revient à se soumettre à leur pouvoir. Les vampires et leurs légions ont mené d'innombrables guerres au cours de l'histoire et ont à chaque fois répandu la terreur et le malheur dans les royaumes du vieux monde. Vous trouverez dans ces récits les troupes, les héros, les monstres et les machines de guerre qui constituent les forces armées invoquées par les vampires. Les vampires. Les vampires sont des créatures non mortes, incroyablement puissantes. Contrairement à la plupart des morts vivants, ils ont conservé leur intellect et leur volonté, et du coup leur ambition et leur désir. C'est d'ailleurs cela qui les rend si dangereux, car ils continuent ainsi à apprendre et à évoluer, et jouissent de l'éternité pour parfaire leurs talents et mûrir leurs plans.
Un vampire est pour l'essentiel un être égoïste, animé des buts qu'il possédait de son vivant. Les plus primitifs n'existent que pour satisfaire leur soif de sang. D'autres, comme les nécrarques, visent la maîtrise des arts nécromantiques, tandis que les lamianes recherchent la possession d'immenses richesses. De tous les morts-vivants, les vampires sont les plus détestés. Ce sont des immortels qui furent autrefois des humains, mais portent à présent la malédiction du vampirisme dans leurs veines. Les vampires ont une apparence humaine, mais leur sang est contaminé par une énergie surnaturelle. La plupart peuvent passer pour des humains, et certains perfectionnent d'ailleurs ce mimétisme, cachant leur nature bestiale sous un vernis de noblesse aristocrate. Ils affichent parfois un charme ténébreux ou une beauté surnaturelle, mais seuls ceux qui se nourrissent convenablement et régulièrement peuvent maintenir cette façade d'humanité pour de longues périodes. Mais malgré tous ces artifices, les vampires restent des choses mortes sans souffle ni battement de cœur. Le fait de conserver une apparence agréable mobilise en outre une partie de leur énergie, si bien que lorsqu'un vampire succombe à la colère ou à la pression, son véritable visage apparaît parfois. Certains d'entre eux ne font d'ailleurs aucun effort pour dissimuler leur nature impie. Ces créatures savourent la décrépitude et l'ignominie de leur existence. Leur peau a pelé, leurs crocs dépassent de leur bouche et leurs ongles sont des cerfs jaunis. L'odeur de la poussière, de la viande avariée, du sang caillé s'accroche à eux comme un linceul. Les vampires sont les habitants de la nuit, et la lumière du jour les affaiblit. Ils se reposent souvent durant les heures diurnes, leur esprit errant dans les rêves insondables que seuls font les morts. C'est en ces moments qu'ils sont les plus vulnérables, car un pieux fiché dans leur cœur peut alors mettre un terme à leur détestable existence. Bien que leur apparence puisse abuser la plupart des mortels, les vampires sont des créatures totalement surnaturelles. Leur force physique surpasse de très loin celle des hommes les plus vigoureux. Ils sont capables de rivaliser avec un ours ou de couper en deux d'un seul coup un combattant en armure. Leur chair et leur peau deviennent aussi résistantes qu'un cuir tanné, et les blessures qui tuent un homme ordinaire n'ont que peu d'effet sur un vampire. Leur sang refuse tous les poisons et toutes les maladies, et jamais ils ne sont affectés par les effets de l'âge ou de l'infirmité. Ils voient dans l'obscurité aussi bien que n'importe quel hibou, et aussi loin que n'importe quel faucon. Ils ont un odorat de chien de chasse et sont capables de dépasser un loup à la course. Les ongles peuvent, s'ils le désirent, se transformer en griffes acérées et leurs dents devenir de longs crocs tranchants. Leurs mâchoires sont assez puissantes pour briser la nuque de leur proie en cas de besoin. Un vampire peut voir les vents de magie noire et les plier à sa volonté. Les esprits et les cadavres animés lui obéissent, de même que les êtres naturellement liés à la nuit, comme les loups ou les ghouls. Lorsqu'ils partent en guerre, ils invoquent d'immenses nuages noirs ou des nuées de chauves-souris qui voilent la lueur de l'astre. L'effet psychologique de ces ténèbres surnaturelles est redoutable. Au combat,
les vampires les plus belliqueux sont accompagnés par une garde rapprochée d'élite et cherchent à engager les commandants adverses. Le dédain qu'ils éprouvent à l'égard de leur adversaire se lit sur leur visage pâle et cadavérique. D'autres préfèrent se charger eux-mêmes du commandement de leur séide plutôt que le laisser à leurs acolytes et déchaînent des sorts terrifiants. Dans tous les cas, un guerrier suffisamment fou pour affronter un vampire au corps à corps le paiera de sa vie lorsque la lame de l'immortel l'éventrera et que ses crocs se planteront dans sa chair. Car la plus grande malédiction que porte l'héritage de Neferata est qu'un vampire ne peut pas vivre de nourriture et de boissons ordinaires, mais doit ingérer du sang frais pour se sustenter. Chez les jeunes vampires, cette soif rouge est toute puissante, ce qui les rend téméraires et en fait des proies faciles pour les répurgateurs. Certains n'arrivent même jamais à surmonter leur instinct prédateur et finissent par dégénérer en terribles vargulfs. Mais la plupart des vampires apprennent à se nourrir selon des quantités de plus en plus réduites, jusqu'à n'avoir plus besoin de sang qu'une poignée de fois par décennie. Les pouvoirs d'un vampire croissent avec son âge. Ses capacités en matière de nécromancie s'affinent également, à la fois de façon naturelle et par l'étude. Un vampire qui vieillit est de plus en plus en phase avec la magie noire et devient capable d'appeler des créatures telles que les loups et les chauves-souris, voire d'adopter la forme de ces animaux. D'autres peuvent hypnotiser les mortels d'un simple regard. Si le vampire a des affinités avec la magie, ses pouvoirs nécromantiques pourront être améliorés par l'étude et la pratique de son art. Alors que les années deviennent des décennies, ils deviennent physiquement plus forts. Mais beaucoup perdent aussi toute trace d'humanité lorsque les décennies deviennent des siècles. Quelques vampires finissent par détester leur existence éternelle, mais ils craignent leur mort finale plus que l'horreur de vivre à jamais dans la carcasse d'un cadavre animé. Il est dit que leurs méfaits les condamnent à une éternité de torture dans le monde des morts. Aussi s'accrochent-ils désespérément à leur dépouille physique, haïssant le semblant de vie qui les anime, mais redoutant leur jugement dernier. Les vampires nouveau-nés. Les nouveau-nés sont des vampires en quête d'un mentor, généralement leur créateur, pour apprendre à se contrôler et à saisir leurs limites et les pouvoirs des créatures de la nuit. Ils s'éloignent rarement de leur maître, car ce dernier les protège contre les chasseurs et autres ennemis des morts vivants. Les contes vampires. Les vampires qui atteignent le niveau de conte ont grandi, mûri et consolidé leur pouvoir. Ce ne sont plus les terreurs de simples villes et hameaux, et ils ne se contentent plus de s'en prendre à des individus isolés. Leur influence est grande. Ils dominent des mortels, des morts vivants et plusieurs de leurs pairs. Le conte vampire n'a rien de la créature bestiale qu'il a pu être. C'est un chasseur d'hommes patient et méticuleux. C'est également une créature qui échafaude des plans et se donne les moyens de les mener à bien. Il ne craint bien évidemment pas les groupes d'aventuriers qui pensent pouvoir l'arrêter. Les seigneurs vampires.
Un vampire qui atteint le niveau de seigneur est extrêmement puissant, d'un point de vue personnel, mais également temporel. Il ébranle le monde, et les plus courageux des héros tremblent à la simple évocation de son nom. Seuls les meilleurs des vampires parviennent à ce stade. Il ne suffit pas de contrôler des royaumes ou d'avoir plusieurs centaines d'années. Le vampire doit être un véritable maître de la mort, de la domination et de l'accumulation de pouvoir. Les morts vivants n'ont pas de dieu, la bête, mais les seigneurs vampires ont un statut qui, bien qu'ayant les mêmes apparences, les vampires n'ont rien en commun avec les êtres humains parmi lesquels ils se dissimulent. Derrière leur masque de grâce aristocratique se cachent en réalité des prédateurs sans pitié. Même s'ils n'étaient pas des hommes mauvais de leur vivant, les vampires sont rapidement corrompus par l'usage de la nécromancie et leur inextinguible soif de sang. Le voisinage permanent des morts exacerbe leurs tendances morbides et les mène lentement vers une folie inéluctable, aussi sûrement que la magie noire les plonge dans les abîmes du mal. Un vampire doit maîtriser en permanence la furie sanguinaire qu'insuffle en lui son sang corrompu. Malgré tout, il n'est pas rare qu'il perde le contrôle de ses actes et tue un homme dans sa rage. Un vampire déchaîné est un spectacle terrifiant. Ses traits humains laissent place à un faciès démoniaque, défiguré par des crocs proéminents et des yeux flamboyants de haine, tandis que ses mains se transforment en serres avides de lacérer la chair. Une telle abomination peut faire reculer d'horreur même les combattants les plus aguerris. Au bout d'un certain temps, les bains de sang deviennent tellement familiers aux vampires qu'ils ne prêtent plus la moindre attention à la vie humaine. S'ils ressemblent toujours à un homme, aucune pitié, aucune compassion n'habite plus ce cœur mort et glacé. Pour les vampires, la société humaine n'est qu'un brouhaha confus, car ils ne vieillissent pas ni n'évoluent comme des mortels. Une telle agitation les pousse à la folie et explique en partie l'absence totale de pitié vis-à-vis de leur proie. Leur fin démentielle les incite aux pires atrocités. Mais compte tenu de leur supériorité physique et intellectuelle, il n'est guère surprenant de les voir considérer l'humanité comme du simple bétail. La soif rouge. La nécessité de se conduire en prédateur et de se nourrir du sang des humains est le seul véritable désir que puisse avoir un vampire. Il n'a aucun besoin de sommeil, de nourriture, de boisson ou de chaleur, ni même d'air à respirer. Bien que les vampires puissent toujours prendre plaisir à ce genre de choses, mais beaucoup le font. La soif rouge, en revanche, ne ressemble à aucune faim mortelle. Elle se manifeste sous la forme d'un besoin perpétuel, d'un désir qui monte et reflue comme une marée, mais qui reste toujours présent, qui fait que l'instinct du prédateur n'est jamais bien loin de la surface.
Même après avoir bu à satiété, cette soif ne s'apaise jamais entièrement, et après de longues périodes de jeûne, elle se transforme en tourment impossible à ignorer, bien pire que tout ce que peuvent ressentir les mortels sous la dépendance de mandragore ou d'autres narcotiques. En général, ceux qui essaient de résister à cette soif deviennent fous furieux et finissent par tomber dans une frénésie de meurtre, dévorant leurs victimes. À partir de cet instant, aucun festin futur, quelle que soit sa somptuosité, ne pourra plus les apaiser. D'autres tombent dans un état de faiblesse ou de malaise dont il est impossible de les soigner. Bien que certains vampires continuent à rechercher le moyen de se libérer de la nécessité de se nourrir, la plupart apprennent, dès le début et comme ils le doivent, que la soif ne peut et ne doit pas être niée. Il existe pourtant des exceptions. Il y a forcément des exceptions chez des créatures qui restent si proches d'une race aussi sensible à la variation et au chaos que peut l'être l'humanité. Les nécrarques ont découvert des méthodes qui leur ont permis de prolonger leur existence éternelle grâce à la malpierre ou à la magie noire plutôt que par le sang. Par nécessité, les striges se contentent du sang des défunts ou de toutes sortes de vermines. Comme chacun sait, Aborash, le grand fondateur des dragons de sang, a réussi à apaiser sa soif pour l'éternité en buvant le sang d'un grand dragon. La soif s'apaise également au fil des siècles. Cependant, les expériences et les recherches continuent, non pas parce que l'existence du bétail dont ils ont besoin peut revêtir une quelconque valeur aux yeux des vampires, mais surtout parce que l'idée d'être dépendant des mortels pour l'éternité est une notion contrariante aux yeux de ces êtres affranchis de toutes les autres contraintes. Le temps qu'ils doivent passer à se nourrir les éloigne de leur laboratoire, de leur campagne stratégique et de toutes les autres activités supérieures. La saveur de chaque être humain lui est personnelle et peut dépendre de ses activités récentes. Le sang d'un ivrogne paraîtra légèrement alcoolisé au palais d'un vampire. Une maladie peut polluer le sang et en changer à la fois le goût et les effets. Le sang du matin sera plus léger et sucré que celui de la nuit. Cependant, l'acte de boire est toujours un plaisir pour le vampire, même pour les plus abstinents d'entre eux, et satisfait immédiatement à la fois leur immense exigence physique et leur terrible besoin psychologique de chasser, dévorer et dominer. De plus, même lorsqu'il provient des humains les plus vils, il a un goût délicieux. Les vampires ne sont pas obligés de boire toutes les nuits. Ce sont les vampires les plus jeunes qui en ont le plus souvent besoin. Et rares sont ceux qui peuvent se passer de sang pendant plus de quelques semaines. Après quelques siècles d'existence, certains vampires sont capables de se contenter de se nourrir seulement 2 ou 3 fois l'an, et les plus anciens peut-être 1 ou 2 fois par siècle. Cependant, nous faisons ici référence à des circonstances où le manque de nourriture entraîne une faiblesse physique. La plupart des vampires ressentent le besoin de se sustenter bien avant d'en arriver là, et ce désir fluctue comme n'importe quelle préférence chez les mortels. Cependant, même quand le sang devient nécessaire pour éviter l'épuisement, la faim ne met pas l'équilibre mental du vampire en danger. La probabilité pour qu'un vampire sombre dans la frénésie ou n'importe quelle autre sorte de dérèglement
n'apparaît qu'après une période de privation beaucoup plus longue. Il existe des moyens de maîtriser la soif. Les striges ont découvert que de longues périodes de sommeil dans leur tombeau leur permettent de tromper leur appétit. Certains vampires subissent sans crainte les conséquences de leur privation, la chair desséchée, les mouvements léthargiques, la volonté affaiblie, et compensent leur faiblesse aussi bien qu'ils le peuvent au moyen d'aides et de reconstituants. Ils refusent d'être les esclaves de leurs instincts animaux et proclament qu'ils ne boiront qu'au moment où ils auront décidé de le faire. Qu'ils boivent par nécessité ou par plaisir, les vampires prélèvent rarement plus d'une pinte de sang et le plus souvent moins que cela. Ils se gorgent uniquement sous l'emprise d'une frénésie sanglante, par laisser-aller ou encore à cause d'une motivation particulière, par désir de vengeance par exemple, ou par gourmandise pour un goût particulier. Pour se nourrir, les meilleures régions sont le cou et le poignet, mais certains vampires peuvent avoir des préférences plus exotiques. Ils peuvent par exemple se délecter à gober des yeux entiers, ou ne se nourrir que sur les cuisses de leurs victimes. Il existe également des préférences quant au mode de prélèvement. Certains préfèrent boire le sang d'un humain après l'avoir d'abord chassé. D'autres n'apprécient que le sang volontairement offert. Dans les régions les plus reculées de Sylvanie, certains mortels craintifs se disputent l'honneur d'être bu par leur seigneur von Karstein, tandis que certains des dragons de sang suivent encore les commandements d'Aborash et ne se nourrissent que sur les criminels et les individus les plus vils. Cependant, même dans ces comportements rituels, il existe de nombreuses variantes. Comme beaucoup de choses chez les vampires, les habitudes alimentaires sont liées aux traditions familiales, mais sont également très marquées par les affectations individuelles de chacun. La malédiction de Nagash. Devenir un vampire a un prix, en dehors de la soif rouge. Nagash a maudit tous les vampires pour leur trahison, et cette malédiction se transmet par le sang pour l'éternité. Leur immense pouvoir s'accompagne de grandes faiblesses. Les malédictions qui courent dans leur sang sont nombreuses et peuvent se manifester de diverses façons et avec une intensité variable. Le plus grand fléau d'un vampire donné peut très bien se révéler tout à fait anodin pour un autre, bien que celui-ci puisse l'ignorer, tout comme ses chasseurs, jusqu'à se trouver en présence de cet élément précis. En conséquence, et également pour s'assurer de maintenir leur proie dans l'ignorance et la confusion, la plupart des vampires prennent des mesures afin de se protéger de toutes les menaces possibles. Le soleil. C'est la plus impitoyable de toutes les malédictions. Sa menace est omniprésente et sa brûlure d'une redoutable intensité. Les vampires, qui sont sensibles à sa lumière, se trouvent instantanément affaiblis par ses rayons et voient leur non-vie se consumer de minute en minute tant que dure l'exposition. C'est une expérience atrocement douloureuse et une manière de mourir absolument effroyable. Parmi les vampires qui ont connu la mort véritable, presque tous ceux qui n'ont pas été tués par l'épée ont été victimes de la terrifiante fureur du soleil. Cependant,
il existe des moyens de se protéger. Un vampire ne risque rien s'il se couvre des pieds à la tête d'un long manteau à capuchon, bien que le risque de perdre ce manteau reste assez élevé. Pour cette raison, certains préfèrent les bandages et les vêtements ligaturés. De nombreux vampires, en particulier les von Karstein, ont le pouvoir d'appeler la tempête à volonté. Et il semblerait qu'une épaisse couverture nuageuse leur procure une protection suffisante. Ensuite, il y a la logistique. Ce n'est pas un hasard si la Sylvanie est de très loin la plus pluvieuse de toutes les provinces de l'Empire. Les domaines favoris des vampires sont souvent de ténébreux massifs montagneux ou d'épaisses forêts. Il n'est pas habituel pour un noble de rester à l'intérieur durant le jour, particulièrement si l'on pense que la plupart des châteaux de Sylvanie sont absolument gigantesques et que les pluies diluviennes y justifient tout à fait la présence de passages couverts et d'épées volées. Les serviteurs sont là pour veiller à l'approvisionnement nécessaire et pour favoriser la détente de l'esprit et du corps. Les châteaux sont dotés de jardins intérieurs, de salles de jeux de pommes et même de lys de joutes installés dans d'immenses salles. Dans la plupart des cas, les vampires n'ont même pas besoin de sortir pour chasser. Leurs laquais s'en chargent pour eux et parfois des victimes consentantes se pressent avec enthousiasme pour venir offrir leur sang à leur maître. Il n'est pas rare, dans une telle situation, que les vampires finissent par devenir des reclus, confinés dans leur demeure, incapables de quitter le confort et la sécurité de leur appartement familier. On raconte que le comte von Sanster n'aurait pas mis les pieds hors de sa grande bibliothèque depuis plus de 700 ans. L'argent. S'il est une chose que les vampires craignent encore plus que le soleil, c'est l'argent. Le soleil est omniprésent, mais facile à éviter, tandis qu'une lame d'argent peut à tout moment glisser silencieusement hors du fourreau d'un assassin. L'argent fait également partie des armes traditionnelles des chasseurs de vampires, et il n'existe rien ni personne qui fasse plus d'impression sur l'esprit des enfants du sang que les rares mortels assez audacieux pour tenter de mettre un terme à l'existence de ceux qui leur sont tellement supérieurs. L'argent est capable de mordre profondément dans la chair, normalement si résistante, des vampires. Il incendie le sang, calcine la peau, et les blessures qu'il cause sont lentes à guérir. Certains vampires sont tellement sensibles à la menace de ce métal qu'ils peuvent en ressentir la présence sans le voir, comme un picotement de la peau ou une effluve qui leur monte au nez. Dans les récits traditionnels de chasse aux vampires, on fait souvent référence à l'aubépine et l'argent. L'aubépine est un bois dur et résistant, excellent pour la fabrication de pieux semblables à celui qui, comme tout le monde le sait, permit d'en finir avec la tsarine Catherine du Kislev, il y a des siècles de cela. Mais ce bois ne possède aucune propriété particulière. Il ne cause pas plus de dégâts que n'importe quel autre bâton pointu, c'est-à-dire beaucoup moins qu'une épée. Pourtant, la légende perdure pour le grand amusement et le profit des vampires. Le fléau des sorcières et la griffe des monts. La légende de l'ail
fait partie des histoires qui amusent également les vampires, surtout à cause de ses véritables causes. En effet, comme ce sont des gourmets, un plat saturé de cet aromate peut souvent s'avérer déplaisant à leurs papilles raffinées. Néanmoins, les vampires de Bretonnie semblent beaucoup l'apprécier. Cependant, les craintifs citoyens de Sylvanie connaissent d'autres herbes à l'efficacité bien réelle. Les petites fleurs blanches du fléau des sorcières et les barbillons enchevêtrés de la griffe démon que ces paysans timorés appellent parfois tubéreuses des cimetières pour éviter de prononcer le nom de monstre de cet acabit, peuvent procurer quelques défenses aux maisons où on les accroche. Cependant, elles ne font pas grand mal, et le vampire qui le désire vraiment pourra outrepasser ses protections sans grande difficulté. Toutefois, s'il est en quête d'une proie facile, il évitera les maisons ou les portes ainsi festonnées en faveur d'un repas plus facile à atteindre. Les symboles divins. Les pouvoirs des prêtres qui peuvent s'élever contre les créatures animées par la magie ou venant de l'Aethyr semblent également agir sur les êtres que sont les vampires. Cependant, un symbole est parfaitement inutile dans la main d'un incroyant. Il doit être accompagné d'une foi véritable. Plus cette foi est puissante, plus le détenteur du symbole peut exercer de pouvoir contre le vampire. De la même façon, seule la bénédiction d'un prêtre authentique et très pieux peut donner à une lame les mêmes propriétés que celles de l'argent. Et c'est seulement lorsqu'un temple ou un oratoire fait l'objet d'un culte dévoué de la part d'une pieuse congrégation qu'un vampire ne peut y pénétrer. Les jardins de mort désaffectés sont plus souvent des repères de vampires que des forteresses contre eux, et on connaît plus d'un chasseur de vampires qui a trouvé son trépas une fausse relique en main. La dévotion, même très grande, n'offre aucune garantie. Les vampires sont des créatures d'une volonté phénoménale, le genre de volonté qui peut pousser le prêtre le plus dévot à douter de ses convictions. Plus le vampire est âgé, plus il est puissant, et moins ses protections sont fiables. En outre, comme c'est le cas pour toutes les malédictions, certains vampires y sont tout simplement immunisés. Il existe des exceptions dans le cas de vampires croyants ou qu'il était dans leur ancienne existence mortelle. Sur ces infortunés, la puissance des dieux conserve une grande emprise et elle est infiniment plus difficile à combattre que pour les autres. Les rares occasions connues dans lesquelles un vampire d'obédience monastique a succombé à sa crainte de la fureur de la divinité qu'il vénérait autrefois sont sans aucun doute à l'origine du mythe de l'efficacité des symboles sacrés. L'eau courante. De même que le soleil s'est détourné des vampires, ceux-ci ont également été reniés par les autres grands dispensateurs de vie que sont les rivières et les fleuves qui nourrissent les terres du vieux monde. En tant que tels, les vampires subissent des brûlures et sont affaiblis s'ils tentent de traverser à gué un cours d'eau de plus d'1 mètre de large. Mais ils ne subissent aucun dégât en le traversant en volant ou en sautant par-dessus le courant, pas plus qu'en utilisant un pont, qu'il s'agisse d'un arbre tombé ou d'un immense viaduc de pierre. Ils ne courent pas non plus le moindre danger à naviguer sur un bateau, que celui-ci soit à rame ou à voile,
mais les risques en cas de naufrage sont évidemment très importants. Ceux qui désirent traverser de grandes étendues d'eau se plongent parfois dans un profond sommeil, enfermés dans leur cercueil, afin de rassembler leurs forces et d'éviter tous les accidents qui pourraient se produire à bord. C'est grâce à ce genre de précautions que Luthor Harkon est parvenu à atteindre les rivages de la Lustrie, bien loin, de l'autre côté du grand océan occidental. Les miroirs. La vanité des vampires est telle qu'elle conduit certains d'entre eux à considérer cette malédiction comme l'une des plus cruelles. Fort heureusement, en dehors de la grande galerie des miroirs du palais impérial d'Aldorf ou des loges des plus importants théâtres, les miroirs de bonne qualité ou de grande taille sont très rares dans l'Empire. Les nobles dames elles-mêmes ne possèdent généralement qu'un petit miroir à main. Ce sont des servantes qui les maquillent, et pour avoir une idée de leur prestance et de leur beauté, elles ont généralement recours à de grands portraits. Les vampires utilisent aussi des peintures dans ce but, mais ceux qui ne sont pas nés dans la noblesse n'ont souvent aucune notion de ce qui leur manque. Le plus gênant pour un vampire, quelle que soit son origine sociale, peut être l'absence de son reflet dans les objets ordinaires, tels que la surface d'un tonneau d'eau, une flaque de pluie ou un cuivre poli. Cependant, comme la plupart des gens s'attendent à voir un reflet dans ce genre de surface, c'est une idée si bien enracinée dans les esprits que tout le monde part du principe qu'il y est et que son absence passe le plus souvent inaperçue. C'est ainsi que cette malédiction est beaucoup moins utile aux chasseurs de vampires qu'on ne pourrait le supposer, excepté pour les plus zélés d'entre eux, qui ne cessent d'observer la moindre surface réfléchissante d'un œil de lynx et qui ne vont nulle part sans leur miroir à main. Les vampires qui ne disposent pas de reflets n'ont en général pas d'ombre non plus, qu'ils soient éclairés par une chandelle, une torche ou le soleil. À l'inverse, on a pu constater que ceux d'entre eux qui étaient capables de se déplacer en plein jour possédaient presque toujours à la fois une ombre et un reflet. Les érudits vampires pensent que ces deux afflictions viennent une fois encore du fait que le soleil a renié leur espèce. D'autres laissent entendre qu'il s'agirait là d'une manifestation de l'ironie éternelle qui régit l'univers, car les plus belles créatures du monde se voient refuser l'émerveillement de pouvoir se contempler elles-mêmes, ne serait-ce qu'en silhouette. Le feu et l'épée. Il est notoirement difficile de tuer un vampire, et même après qu'un maître de la nuit ait été abattu, le monde des mortels n'est pas certain pour autant d'en être débarrassé. Aussi, ceux qui désirent les exterminer emploient une grande variété de méthodes. Parmi les usages les plus répandus, on pratique souvent la décapitation, suivie de l'incinération séparée des deux parties du corps. Certains individus bourrent le vampire d'ail et de griffes démons par tous les orifices, lui coupent les bras et les jambes, clouent les différents morceaux aux portes d'un temple, puis finissent par enterrer ce gâchis sur un site où un prêtre de mort s'est d'abord vidé les boyaux. Pour avoir la certitude qu'un vampire restera bien mort, la méthode la plus connue est de lui couper la tête, de lui enlever le cœur, de déchirer ses membres, de lui emplir la bouche d'ail, puis de brûler toutes ses parties dans des feux séparés de 13 pieds au moins. Néanmoins,
certains d'entre eux ne permettent pas d'accomplir ce genre de rituel. L'âge du vampire entre en compte. Ainsi, au moment de son décès, son âge véritable le rattrape et le temps reprend son dû. Un très vieux vampire tombera en poussière, alors qu'un vampire nouveau-né gardera un corps de chair et d'os. Les différentes lignées, avec ses pouvoirs et caractéristiques variables en fonction des origines du vampire, jouent également un rôle. Pour certaines, la mort équivaut à une dispersion des cendres instantanée, mais pas pour d'autres. Fait peu connu des chasseurs de vampires, certains buveurs de sang qui tombent en poussière au moment de leur mort, en réalité ne meurent pas réellement. Face à une menace mortelle, ils se transforment en brume au moment où le coup fatal s'abat vers eux. Du coup, le chasseur pense avoir tué sa cible, alors que le vampire est encore en vie, mais sous forme de brume et en fuite. Toujours est-il qu'une fois les cendres obtenues, il faut les collecter et les enfermer dans une urne d'argent qui doit elle-même être enfermée dans un coffre plein de sel que l'on enterre à l'envers. C'est seulement après avoir accompli tout cela qu'un chasseur de vampires aura la certitude d'avoir oxy son ennemi pour de bon. Cependant, il ne s'agit là que des méthodes que pratiquent certains répurgateurs ou chasseurs de vampires. Pour eux, il leur faut faire ainsi pour véritablement les tuer. Mais est-ce que cela est vrai? Rien ne permet de vraiment l'affirmer, car de nombreux cas ont en effet été recensés, faisant état de buveurs de sang anéantis, mais trouvant cependant le moyen de revenir pour exercer leur vengeance. La vie des immortels. Un grand pouvoir est toujours accompagné de grandes ambitions. Sans cela, l'existence du vampire finirait inéluctablement par sombrer dans l'ennui et pour finir dans l'autodestruction. Le vampire moyen mène une vie extrêmement privilégiée. Il prend aisément l'ascendant sur son environnement et sur tout ce qui l'entoure. Il peut à tout instant déployer une impressionnante force physique et la conserver sans le moindre effort. Il lui est facile d'acquérir la maîtrise de la magie et de la connaissance. Les servants, les laquais, les disciples, morts ou vivants, affluent à lui sans qu'il ait le moindre geste à faire. De nombreux vampires n'ont même pas besoin de se donner le mal de rechercher le sang, car il ne manque pas de mortels énamourés, trop heureux d'avoir l'honneur de leur faire cette offrande. Un vampire ne rend hommage ni aux dieux, ni aux démons. Il ne jure allégeance à aucun seigneur ni à aucun maître, sauf d'autres vampires de sa lignée, plus puissants que lui, et ne suit aucun code moral ou légal, excepté le sien. Nulle crainte ne l'empêche d'agir, et le remords ne le tourmente jamais après coup. Lorsqu'un vampire désire autre chose, il dispose de tout le pouvoir et de toute la volonté nécessaire pour s'en emparer le plus simplement du monde. Les mortels rêvent tous d'obtenir la liberté de réaliser leurs plus grands rêves. Mais les vampires possèdent déjà cette liberté. C'est pour cette raison que leurs rêves doivent être plus grands que tout ce que pourraient imaginer de simples mortels. Ainsi,
les vampires se contentent rarement d'une petite vie placide, consacrée à se nourrir régulièrement dans une douillette obscurité et un confort princier. Même les moins ambitieux des vampires finissent par avoir envie de parcourir le monde à la recherche de défis originaux et de nouvelles sensations. Peu d'entre eux peuvent résister au désir de conquérir et aucun au désir de dominer. Pour certains, comme les von Karstein, cela signifie assurer leur mainmise sur des territoires et des armées, en utilisant ces dernières pour étendre les premiers aussi loin que possible. Pour d'autres, comme les Lamian, la conquête s'apprécie mieux dans la subtilité et la séduction, et ceux-ci assurent leur domination par la manipulation et le secret. Certains vampires aiment à rassembler une cour autour de leur personne et préparer leur conquête dans le but de se venger, tandis que d'autres, tels les dragons de sang et les nécrarques, ne se soucient guère de gouverner la populace et les terres et préfèrent se concentrer sur des objectifs plus abstraits. Les dragons de sang recherchent avant tout la perfection de leur discipline et de leur aptitude chevaleresque. Les nécrarques, quant à eux, s'efforcent de maîtriser les arcanes de la nécromancie avec le pouvoir sur la vie et la mort qu'elle peut leur apporter. Ils ont également d'autres sujets de préoccupation et de divertissement, tels que l'amour, la luxure, l'art pour l'art, la recherche du savoir, des grandes découvertes ou des grandes réalisations, l'obsession des vanités sous toutes les formes imaginables, la satisfaction des sens au plus haut degré et, bien évidemment, les rivalités et les vengeances. Les lignées des Lamian et des von Karstein sont sans cesse agitées de querelles intestines, motivées par toutes sortes de raisons. Parfois, il s'agit de vendettas familiales remontant à la plus haute antiquité, qui ne saurait être apaisée par autre chose qu'un génocide censé compenser un crime atroce, mais il peut également s'agir d'une dizaine de serments de vengeance proférés avant le petit déjeuner, à la suite d'insultes aussi légères qu'imaginaires. Toutefois, il est très rare que ces conflits en viennent à s'épanouir en véritable guerre au sein d'une même lignée. L'immortalité des vampires a engendré un certain tabou contre l'idée de prendre la vie de l'un de leurs semblables, excepté en cas de menace directe de la part d'un ennemi particulier ou d'un serviteur indiscipliné. De plus, la mort représente une victoire tellement brève quand une humiliation bien préparée présente l'avantage de faire souffrir l'adversaire pendant des siècles. Ainsi, lorsque deux vampires s'affrontent, le vaincu est le plus souvent capturé et emmuré pour être transformé en Vargeist. C'est une règle qui s'applique également aux mortels présomptueux qui se hasarderaient à perturber la non-vie d'un vampire. La mort est une vengeance trop insignifiante lorsqu'il est possible de tourmenter les épouses de ces gens, leurs enfants, leurs familles, leurs amis et les familles de leurs amis, leurs maîtresses, leurs bottiers, leurs boulangers, leurs bouchers fournisseurs de chandelles, leurs animaux familiers, leurs serviteurs, leurs cousins jusqu'au 3e degré, et tous les aventuriers qu'ils voudront embaucher, et cela pendant les 10 prochaines générations. Qu'il s'agisse de vengeance épique ou de grandiose vanité,
La vie raffinée d'un vampire lui procure de nombreuses occasions de conspirer, d'intriguer et d'élaborer des tactiques sophistiquées afin de parvenir à ses fins. C'est l'une des raisons pour lesquelles les légendes laissent souvent entendre que les vampires possèdent des dons de divination et sont capables de prévoir l'issue des batailles ou les actions de leur adversaire après avoir envisagé toutes les issues possibles. En vérité, un plan conçu et analysé sur une durée de plus d'un siècle a fort peu de chances de présenter des défauts, à supposer qu'il lui en reste, et peut envisager toutes les contre-attaques potentielles imaginables. Qu'il désire conquérir dans le sang ou s'assurer la maîtrise d'un domaine plus abstrait, les immenses desseins d'un vampire sont pour ainsi dire toujours exemplaires dans leur incroyable conception, leur méticuleuse construction et leur éblouissante exécution. Une autre raison pour laquelle les plans des vampires sont toujours si magistraux et irrévocables, et peut-être que même la mort, cette grande niveleuse des rêves des mortels, ne peut les arrêter. La chair d'un vampire peut avoir été entièrement détruite et ses cendres dispersées aux quatre vents. Son âme perverse peut toujours résider dans ses restes. Elle ne s'en ira jamais vers les jardins de mort pour y trouver le repos, et à cause de cela, il aurait toujours possible de retrouver une forme physique. Pour y parvenir, il suffit que les serviteurs du vampire parviennent à rassembler ses cendres, qu'ils mettront à l'abri dans un cercueil pour qu'elles y soient préservées, ce qui leur laissera le temps d'accomplir les rituels nécessaires pour créer un attelage qui transportera la dépouille de leur maître vampirique pendant qu'elle se régénérera en se gorgeant d'énergie à la fois vitale et mystique. C'est pour cela qu'en fin de compte, l'unique chose qui compte vraiment aux yeux des vampires est leur domination sur le monde et la loyauté de leurs sujets. La mort est un désagrément, mais l'oubli est la seule véritable mort que puisse connaître un vampire, et le seul péril qu'il craigne véritablement. Les vampires et l'humanité. Nombre de penseurs se sont interrogés pour savoir si le besoin qu'ont les vampires de se nourrir du sang des humains en fait inévitablement des monstres irrécupérables et d'authentiques ennemis de l'humanité tout entière. En dépit de sa nature de prédateur, un vampire peut-il éprouver de l'affection pour un humain ? On ne peut nier que les vampires sont totalement affranchis des contraintes de la morale. Ils ne se conforment qu'à leur propre volonté et ne se soumettent à aucune contrainte, de sorte que la question du bien et du mal ne présente aucune signification à leurs yeux. Ils ne voient ni bienveillance, ni noblesse à agir pour la protection de l'humanité, tout comme ils ne perçoivent pas le mal qu'il peut y avoir dans le fait de relever les morts ou de boire du sang. Certains vampires considèrent les mortels d'un œil plutôt favorable et peuvent même apprécier leur compagnie et leurs manières. Toutefois, comme le berger envers ses moutons, les vampires ne peuvent imaginer que leur proie puisse s'approcher de leur niveau. Un vampire peut certainement avoir de l'estime pour son cheptel, mais à ses yeux, un mouton restera toujours un mouton, et même le plus charitable des bergers ne verse pas une larme lorsque le moment de passer à la broche est venu, à moins d'être originaire de la Verlande. Cependant,
cela ne constitue pas une généralité. Pour chaque vampire prenant soin de son futur repas, il en existe un qui voit l'humanité avec l'œil du chasseur sanguinaire qui regarde une harde de chevreuils. Le romantisme. Les légendes de Vlad et d'Isabella, ou de Geneviève et d'Oswald, ne sont pas uniquement de l'ordre de la fiction romantique. Peut-être serait-il plus exact de dire que les vampires sont par essence des créatures d'un romantisme aussi extrême que dramatique. Il est donc inévitable que leurs faits et gestes fassent l'objet d'œuvres poétiques, de pièces de théâtre ou d'opéra. Les vampires ne font jamais les choses à moitié, et lorsqu'il leur arrive de tomber amoureux, ils peuvent tout à fait s'éprendre de mortels, en dépit du fait qu'ils leur sont supérieurs. Dans une histoire d'amour de ce genre, inévitablement, le mortel concerné finit toujours par recevoir le baiser de sang. En vérité, quel plus beau présent un amant pourrait-il faire à sa belle que de lui offrir l'éternité? Et quelle amante refuserait une chance de devenir plus proche de son bien-aimé? Ceci étant dit, il faut garder à l'esprit que les histoires d'amour vampiriques, aussi romantiques et ou dramatiques que puissent les présenter, ou plutôt l'idéaliser les humains, restent des cas exceptionnels. La vaste majorité des vampires, au cœur aussi froid et sec que la pierre, ne se laissent pas distraire par de telles futilités, sans oublier que les nécrarques et les striges sont trop hideux pour susciter le moindre sentiment d'amour, et que les lamianes n'ont techniquement pas le droit d'offrir l'obscur baiser aux hommes. Au-delà des frontières de l'Empire, depuis l'aube des temps, des légendes font état de prédateurs nocturnes vivant cachés parmi les hommes. Aussi loin que remonte la mémoire, des histoires de bêtes sanguinaires chassant les imprudents au crépuscule sont relatées de génération en génération, entretenant la peur ancestrale des ténèbres dans le cœur de l'humanité. Depuis des siècles, le mot vampire résonne tel un glas sinistre sur les terres du vieux monde. L'influence et l'histoire des vampires ne se limitent évidemment pas à l'Empire, ni même au vieux monde. Pas plus que les humains ne sont la seule race à subir les assauts des maîtres de la nuit, car la soif sanguinaire des vampires a semé la désolation dans le monde entier. Les vampires sont désignés par bien des noms. Les Bretoniens les appellent Nosferatu, les Kislévites ou pire, tandis qu'en Estalie, ils répondent au nom de Vampiri. Bien qu'y étant généralement associés, les généraux des forces de la destruction n'apprécient pas non plus les vampires, et même si on peut parfois les voir se battre côte à côte, ils forment malgré tout des alliés plus fiables que les elfes noirs ou les Scavens. De telles collaborations restent rares. Kislev. Pour la plupart, les vampires du Kislev sont du genre monstrueux. Ce sont des créatures que l'on pourchasse sans pitié, à peine plus évoluées que des animaux. Selon la croyance populaire, une consommation régulière de Chenoskaya, du kvass à l'ail, permet de les tenir à distance. Les Kislévites ne sont guère familiarisés avec l'autre type de vampire, ceux qui se présentent sous un aspect séduisant.
C'est ainsi que la tsarine Catherine a pu rester au pouvoir après sa transformation en vampire. Dans la tradition kislévite, voilà bien longtemps que de puissantes sorcières de glace occupent une place prépondérante au gouvernement. Ainsi, personne n'a été choqué de voir sur le trône une belle femme au teint pâle et dotée de pouvoirs magiques. Son règne est brutalement arrivé à son terme quand les boyards de la noblesse locale ont compris ce que signifiait pour eux la présence d'une immortelle à ce poste. Plus personne n'ayant la moindre chance de s'élever jusqu'au sommet de l'État, il ne leur resterait plus qu'à se chamailler entre eux pour s'approprier les quelques miettes de pouvoir restantes. Une alliance menée par le tsarevitch Pavel prit alors les mesures qui s'imposaient. La dépouille gelée de Catherine est encore exposée au palais de Givre en guise d'avertissement pour les autres vampires. Bretonie. Ils ont la mémoire courte, ces poètes qui écrivent des odes aux nobles vampires. Ont-ils oublié tous les morts ? Les défunts ne sont ni beaux ni faibles. Je suis allé à Moussillon, je peux vous le dire d'expérience. Gervase, malandrin bretonien. En Bretonie, les paysans superstitieux tremblent d'effroi à la simple mention des vampires et ont adopté certaines pratiques venues de Sylvanie. Par exemple, ils enterrent parfois leurs morts couchés sur le ventre pour les empêcher de se relever, avec des gousses d'ail dans les oreilles et des griffes de corbeau desséchées dans la bouche. La Bretonie est la patrie d'un dragon de sang de sinistre mémoire, le Duc Rouge, qui fut le fléau de l'Aquitanie. Selon une rumeur persistante, d'autres individus de sa redoutable espèce vivraient encore au fin fond des forêts et dans certains hameaux isolés. Les chevaliers de la quête considèrent ces vampires comme des âmes chevaleresques et torturées, et les voient comme des adversaires dignes d'être combattus. Les magnifiques idéaux de la chevalerie les aveuglent et les empêchent de voir la vérité toute nue. Le Duc Rouge n'était qu'un meurtrier barbare, comme la plupart de ses congénères. L'imaginaire courtois de la noblesse fait d'elle une proie facile pour les lamianes qui ont infiltré la société bretonienne en secret, avec autant de facilité et aussi totalement qu'elles l'ont fait dans l'Empire. Estalie et Tillé. La guerre du sang date peut-être d'il y a 300 ans, et nous avons la mémoire longue en Estalie. Le vampire Norgul a entièrement dévasté nos terres, des Irana à la mer Australe, avant que nous ne réussissions à le vaincre. Et c'est seulement grâce à l'intervention de notre bienheureuse Myrmidia que nous y sommes parvenus. Jamais nous ne pourrons accueillir les vampires en notre sein comme vous le faites en Sylvanie. Cette terre est une flétrissure sur la face de votre empire. Vous devriez lui planter un pieu dans le cœur et la brûler de fond en comble. Cristobal Mendez, estalien. Dans le sud, l'Estalie porte encore les cicatrices de sa propre guerre contre les vampires, et la population s'y montre intraitable avec les morts-vivants. De leur côté, les cités-états de Tillé semblent avoir été relativement épargnées par une activité vampirique de grande envergure. Bien que l'on puisse trouver des repères de striges disséminés dans les campagnes de ce pays, cette situation est peut-être due à l'influence protectrice du culte de mort, dont la présence est très forte en Tillé et qui tient toutes ces grandes cérémonies dans la ville tilléenne de Lucchini.
Mais il est également possible que la situation soit bien plus alarmante que cela, et qu'au contraire, les méandres byzantins de la politique tyléenne permettent aux vampires de se dissimuler plus aisément pour faire jouer leur influence dans l'ombre. La ville de Miragliano, en particulier, a la réputation d'être un repère de vampires. Dans les terres lointaines, en Arabie, les gouvernements ne cherchent pas à étouffer toute connaissance de la nécromancie. Ainsi, les populations ne souffrent-elles pas de l'ignorance qui permet aux vampires de se dissimuler parmi elles, comme c'est le cas dans l'Empire ou en Bretonie. Seuls les dragons de sang peuvent se targuer de maintenir une présence sur ces terres, et cela seulement dans le désert de l'Ouest. Jusqu'à présent, les populations de Norsca et d'Albion ont eu la bonne fortune de ne pas avoir beaucoup de contact avec les vampires. Peut-être parce que leur aversion pour les eaux mouvantes les dissuade de voyager par la mer. Cependant, cela ne saurait tarder. Même la Lustrie a dû apprendre à craindre le vampire Luthor Harkon et ses pirates morts-vivants qui ont pris le contrôle de la région, aujourd'hui connue sous le nom de Côte des Vampires. Les elfes. Les elfes considèrent les vampires comme une preuve supplémentaire de la faiblesse inhérente de la race humaine. Il est rarissime que les elfes tombent dans la pratique de la nécromancie pour prolonger leur existence. Ils n'en ont pas besoin, étant donné qu'ils vivent déjà tellement longtemps. Cette simple idée leur est étrangère. Les rangers des bois sauvages comptent les vampires au nombre des monstruosités qui doivent être exterminés sans la moindre pitié. Même les elfes noirs haïssent les vampires, car ils voient en eux la manifestation évidente du savoir magique que Nagash arracha jadis à leur ancêtre par la torture. Les nains. Les vampires trouvent que le sang des nains est fade, avec un arrière-goût de rance. Ils ont donc tendance à les ignorer. Dans les livres des rancunes, en revanche, on trouve une longue rubrique consacrée à Neferata, qu'ils appellent la reine du mal, et qui raconte comment elle s'empara en une nuit de la forteresse naine du pinacle d'argent. De nombreux tueurs de trolls y vont encore trouver une fin héroïque. En plusieurs occasions, les nains ont prêté main forte à leurs alliés humains contre les comtes vampires. À la bataille de Fell-Hen, ils ont vaillamment combattu contre Manfred von Karstein et ses troupes. Les Scavens. C'est en Sylvanie que se trouve l'une des concentrations de malpierres les plus importantes du vieux monde, ce qui, naturellement, rend ce territoire extrêmement attirant aux yeux des Scavens, mais toutes leurs tentatives pour en prendre le contrôle ont échoué. Même les équipes d'éclaireurs que le clan Eshin envoie en de rares occasions récolter la malpierre craignent de s'aventurer dans les forêts. Le plus grand chef-d'œuvre des Scavens, la peste noire de 1111, échoua non seulement grâce à Mandred, le tueur de rats, mais également parce qu'une armée de victimes de la peste se relevèrent de leur tombe en Sylvanie, infligeant d'énormes pertes au rang des hommes rats. Le chaos. Les adorateurs du chaos ont un singulier point de vue au sujet des vampires.
Les adeptes du dieu du sang les voient comme des blasphémateurs qui s'approprient le sang qui revient de droit à Khorne. Pour les fidèles de Nurgle, les vampires sont abominables du fait de leur immunité contre les maladies et qu'ils ne dépérissent pas. Les disciples de Tzench les voient comme des êtres en suspens, insensibles aux changements apportés par le temps ou les mutations dont la simple vue est odieuse à leur divinité, quel que soit le nombre de ses yeux en un moment donné. Et bien que certains vampires mènent une existence de débauche à faire se pâmer la plupart des Slanéchites, ils sont rebelles à la nouveauté et préfèrent vivre dans un passé idéalisé que de se jeter à corps perdu dans des sensations inédites, ce qui leur attire le mépris des adorateurs du maître des plaisirs. De plus, les symboles sacrilèges des dieux sombres les blessent tout autant que n'importe quel symbole sacré. Les hommes bêtes voient également les vampires d'un mauvais œil. Ces morts-vivants ne peuvent être ni torturés, ni mangés, et les tours habitées par les nécrarques, dissimulées au cœur des sombres forêts, empiètent souvent sur le sol de sang des sabots fourchus, ce qu'ils n'apprécient que très modérément. Les vampires, de leur côté, n'ont aucun intérêt à laisser leurs serviteurs disparaître, submergés par l'océan du chaos, et se sont souvent secrètement rangés aux côtés de l'humanité dans ces guerres contre le chaos. Aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux des humains, qui voient seulement des monstres d'un côté comme de l'autre, les forces du chaos et celles des vampires sont naturellement opposées. Les rois revenants. Le roi Guénan du Tertre? Ouah, tant que vous allez pas fouiner autour de son vieux tumulus, il vous fera pas de mal. Comme un fantôme qu'il est, mais plus froid, plus vicieux. Mais celui qui lui fiche la paix, pour sûr il le laissera tranquille aussi. D'un autre côté, j'irai quand même pas traîner autour des plaines de Noirlé à la nouvelle lune, si je serais vous. Le vieux Hob, paysan. Le vieux monde est parsemé de cairns et de tumulus, abritant la dépouille des ancêtres des hommes. Les cultures qui vivaient jadis dans ce qui est maintenant l'Empire ensevelissaient leurs chefs dans des tombeaux situés dans des tertres, dans des clairières ou sur des sommets. Des sorts de protection étaient jetés sur ces tombes afin de les protéger des profanateurs et des charognards. Des runes primitives étaient gravées sur leurs linteaux et des amulettes étaient suspendues à leurs murs. Le fait que certains de ces fétiches soient encore à l'endroit où on les a jadis disposés témoigne de la puissance magique qu'ils contiennent. Bien que beaucoup aient été dérobés, désacralisés ou détruits par les serviteurs des comtes vampires. D'autres sont irrémédiablement corrompus par les énergies surnaturelles qui inondent les terres et arborent désormais des symboles impies et des icônes funestes. Mais dans plusieurs de ces tombes, le silence a été violé. Certains ont été bâtis en des lieux où la magie noire se concentre. Dans ces endroits maudits, les morts ne reposent pas en paix, et leur âme se retrouve piégée entre le monde des mortels et l'au-delà. Lorsque les vents de magie noire soufflent en bourrasque, les anciens seigneurs de guerre
sortent de leur tombeau sous la forme de rois revenants, les yeux luisants d'une lumière surnaturelle. Même les rois d'antan qui reposent dans des cryptes relativement sûres ne jouissent pas toujours de repos auquel ils aspirent. Nécromanciens et vampires brisent les sceaux des anciens cairns et usent de leur pouvoir pour ressusciter le mort et l'asservir pour leurs desseins. Les chefs des anciennes tribus étaient inhumés avec tout leur équipement guerrier, pectorales de bronze poli et casques ailés. Les chamans de la tribu plaçaient également les meilleures épées ou haches entre les mains des cadavres une fois qu'ils avaient été couchés sur une dalle. Les murs étaient ensuite peints de scènes de la vie du chef, de façon à lui rappeler, s'il venait à se réveiller, ses hauts faits et ses victoires. Dans les voûtes, les tribus primitives continuent d'enterrer leurs morts à la façon des hommes du passé. Ils assoient le cadavre de leur souverain dans une caverne s'ouvrant en direction du levant, entouré de ses maigres richesses. Chaque année, les hommes de la tribu reviennent rendre hommage à leur roi, et chaque année, certaines dépouilles ont disparu. Ces morts qui marchent parcourent de nouveau les terres, leurs cadavres vêtus de robes majestueuses, soumis aux caprices des seigneurs de la nuit. Les rois revenants sont des morts vivants implacables et extrêmement puissants, presque aussi difficiles à détruire que les vampires. Parcourus de magie noire, les armes d'un roi revenant luisent d'une énergie néfaste. La moindre blessure, infligée par un glaive ou une lance, risque d'absorber la vitalité de sa victime, ou de traverser ses os avec une facilité déconcertante. Sous leur armure antique, leur chair s'est desséchée, si bien que les coups de l'adversaire mordent rarement leur cible. C'est pour ces raisons qu'un vampire ressuscitera souvent un roi revenant pour brandir son étendard personnel au milieu des combats les plus féroces. Une telle mission est essentielle pour la stabilité magique de l'armée. C'est pourquoi elle est confiée aux trépassés les plus redoutables qui soient. Les rois revenants manient des armes très anciennes, des armes spectrales qui ont été ensorcelées en des temps immémoriaux par de puissants enchantements de destruction. Quoique corrodés par la patine des âges, ces outils de carnage n'ont rien perdu de leur puissance, aspirant l'essence vitale de leurs victimes et rendant la moindre blessure potentiellement fatale. Les nécromanciens. Qu'est-ce que la mort, sinon un obstacle à surmonter? La véritable mort n'existe pas sous la nuit éternelle. Elman Gorst, nécromancien. Les nécromanciens figurent parmi les sorciers les plus abhorrés, car ils ont échangé leur humanité contre le pouvoir de ressusciter les morts afin qu'ils s'attaquent aux vivants. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces êtres dépravés ont passé ce pacte de leur plein gré et sont obsédés par l'idée de se venger de leurs persécuteurs en les transformant en pantins morts-vivants qui leur obéiraient au doigt et à l'œil. L'étude de la nécromancie
est fort logiquement le domaine des hommes. Les elfes, vivant pendant des siècles, n'éprouvent pas le besoin de prolonger leur existence. Les nains n'ont quant à eux aucune aptitude à la magie. Les peaux vertes n'ont qu'un concept très réduit de leur propre mortalité et ne craignent pas la mort de la même façon que les humains. Les Scavens sont bien trop absorbés par la poursuite de leurs propres machinations et bien trop préoccupés à satisfaire leur accord nu pour s'intéresser à ce sujet. Certains ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Par conséquent, seuls les hommes se consacrent pleinement à la nécromancie et font le premier pas sur la route qui les conduira à une parodie d'éternité ou à une servitude sans fin. Ainsi, en échange de la vie éternelle, ils acceptent la déchéance physique et la damnation infinie. Les individus qui se tournent vers la nécromancie ne sont pas tous maléfiques, ou du moins pour commencer. Beaucoup sont certes animés d'obsessions démentes et contre nature, car qui d'autre s'intéresserait à un art si corrompu? Il en est cependant qui ne cherchent qu'à accroître leur connaissance ou à sauver leur vie ou celle d'un être cher. Mais s'ils ne sont pas intrinsèquement corrompus au début du voyage, quelque chose dans leurs études sacrilèges finit toujours par les envoyer sur un chemin ténébreux. Peut-être est-ce l'horreur qu'ils inspirent à leurs concitoyens, ou bien le contact de la magie noire. Quoi qu'il en soit, l'homme qui s'engage sur la voie de la nécromancie finit toujours par y perdre sa santé mentale. L'étude de la nécromancie est voilée de mystère. L'aspirant doit, pour apprendre son art, devenir l'apprenti d'un autre nécromancien ou d'un vampire, à moins qu'il ne puisse acquérir un livre interdit. Cependant, quiconque se met en quête d'un nécromancien ou d'un vampire pour entrer à son service a toutes les chances de devenir son esclave pour l'éternité. Car les premiers sont des sorciers solitaires, à moitié fous, qui parlent rarement à quiconque, tandis que les seconds sont des créatures vaniteuses qui répugnent à libérer leurs dévoués serviteurs. Une grande partie des futurs nécromanciens qui ont cherché à apprendre d'un mentor l'ont servi d'une façon plus terre-à-terre et d'une manière totalement différente de ce qu'ils espéraient. Sous la forme d'un corps réanimé, d'un repas sur le pouce ou d'ingrédients pour un enchantement délicat. En raison de cette mauvaise réputation, de nombreux apprentis estiment plus sûr de chercher le savoir dans les livres. Mais ceux-ci recèlent leur propre péril. En effet, il n'existe aucune garantie que les rituels qui y soient décrits soient efficaces. Certains sont simplement sans effet, d'autres au contraire peuvent avoir des conséquences imprévues. Plus un homme s'aventure sur la voie de la nécromancie, plus il se détache de ses racines mortelles. Sa quête morbide l'amène à ressembler de plus en plus aux choses qu'il essaye de contrôler. Les nécromanciens les plus érudits semblent aussi morts que vivants. Le corps ravagé par la magie noire, l'esprit détruit par les horreurs qu'il a vues.
Un nécromancien est souvent plus proche des morts que des vivants. Ces altérations et les morts vivants dont ils aiment s'entourer les poussent de plus en plus à l'écart de la bonne société, et l'existence des nécromanciens finit toujours dans une certaine solitude, bien que nombre d'entre eux soient les alliés ou les serviteurs des comtes vampires, pas toujours de leur plein gré. Quoi qu'il en soit, ils sont universellement abhorrés. Pour la plupart des habitants du Vieux Monde, les nécromanciens ne sont que la preuve vivante, façon de parler, qu'il ne faut jamais se fier aux sorciers. Certains gens du peuple sont bien entendu capables de faire la distinction entre les traîtres et les magiciens reconnus, mais il suffit d'évoquer les âmes enlevées aux portes de mort afin d'obéir aux caprices d'un sorcier pour ne plus voir que le mal, ou pour transformer une assistance bien sage en foule frénétique. Au-delà de ce malaise et des émeutes, les nécromanciens doivent s'attendre à être pourchassés par les prêtres les plus zélés, les magistères et les chasseurs de sorcières, sachant que le moindre faux pas entraîne souvent une ardente agonie sur le bûcher des répurgateurs. Les spectres. Baliverne de paysans, comme les fantômes et les apparitions. Les spectres n'existent pas, tout simplement. La simple idée qu'un puissant nécromancien ou sorcier puisse survivre à sa propre mort, d'une quelconque façon, est des plus ridicules. Albrecht Kinear, professeur honoraire à l'université de Nuln. Quand un mortel décède, son essence se dissipe et ne laisse qu'une coquille derrière elle. Squelettes et zombies sont ces coquilles, revenus à la vie sans essence. Les esprits, quant à eux, sont l'inverse. La coquille a disparu, mais l'essence reste, piégée dans le monde des mortels. Ce qu'il n'en reste n'a rien à voir avec ce qu'elle était de son vivant, puisqu'il s'agit d'une sorte d'écho de rage, de culpabilité et de sombre détermination. Cette perversion durable est des plus utiles aux vampires et aux nécromanciens. Les spectres sont des créatures fantomatiques qui vivent d'ordinaire dans le royaume des rêves et qui hantent les cauchemars des hommes. Ils font partie des morts-vivants les plus redoutés, car ils ne peuvent être vaincus par la hache, l'épée ou la lance, et même la foi la plus inébranlable n'est pas assurée de parvenir à les bannir. Pire encore, le toucher glacial d'un spectre peut traverser les chairs pour enserrer le cœur de sa victime et la tuer net. Les spectres sont assez intelligents et utilisent parfois leur intangibilité pour tendre des embuscades à leur adversaire. Cependant, ils préfèrent souvent se contenter d'attaquer, se délectant de leur puissance brute et de la terreur qu'ils inspirent. Ils se déchaînent à l'aide de leurs faux et se croient presque devenus de véritables incarnations de la mort à laquelle ils ressemblent tant. Avant la fondation des collèges de magie, l'homme ne connaissait pas grand-chose à la sorcellerie. Pendant des milliers d'années, les devins, guérisseurs et astrologues
ont été vus avec suspicion et crainte. Mais ces êtres étaient capables, par quelque heureux hasard, de manipuler les vents de magie avec une sécurité relative. Pour la plupart, la seule forme de magie envisageable était celle des taïs, l'utilisation de la magie sous sa forme non divisée. Ces sorciers expérimentaient et notaient leurs découvertes sur des tablettes de pierre ou des parchemins. Beaucoup ne se rendaient pas compte des dangers auxquels ils s'exposaient, pas plus que les ravages que pouvait faire la magie autour d'eux. Ces thaumaturges ont été lentement corrompus par la sorcellerie et en vinrent à pratiquer la magie noire, prolongeant leur existence de dizaines, voire de centaines d'années. Il en fut cependant qui surent préserver leur esprit, mais non leur corps. La décrépitude s'emparait de leur enveloppe charnelle et la rongeait alors qu'ils cherchaient précisément à la préserver. Certains avaient une volonté assez forte pour maintenir leur forme physique, mais la plupart finissaient par s'évanouir au bout de quelques décennies. Avoir échoué si près du but rendit ces mages fous, haïssant tout ce qui vit, mais craignant la mort plus que tout. Ces sorciers s'accrochèrent aux dernières bribes de leur existence mortelle, sous la forme de fantômes misérables et glacés. Alors que leur emprise sur le monde matériel s'estompait, la magie noire attirait leur âme vers les lieux de mort où ils demeuraient, se nourrissant de la douleur des endeuillés. S'ils ne vivaient plus, ils étaient incapables de mourir et deviennent des ombres glaciales, prisonnières entre deux mondes, confinées dans le monde mortel des tombes et des galgals, vêtus de robes noires, évoquant des visions de mort. Ils devinrent des spectres. Les spectres font partie des morts vivants les plus dangereux. Ils n'ont pas de forme physique, cependant, leur simple contact suffit à aspirer la vie des mortels. Leur présence seule emplit l'air de terreur, et la plupart de ceux qui les affrontent sont rendus fous de peur avant d'être tués. Ces créatures ont leur propre volonté, mais un vampire peut utiliser certains rituels pour les invoquer et les lier à son service. Leur servitude rend ces esprits fous de rage, si bien qu'ils se ruent sur l'ennemi afin de dévaster ses rangs, dans l'espoir d'être libérés pour regagner leur antre. Mais la seule façon de briser le rituel qui les emprisonne consiste à le réciter de nouveau à l'envers, syllabe après syllabe. Les contes vampires se servent des spectres comme troupes de choc dans leur armée. Ces créatures accompagnent au combat les autres unités de morts-vivants, leurs robes déchirées, flottant dans les vents éthériques, tandis que les flèches, les balles et les carreaux d'arbalète les transpercent sans effet. Insensibles aux boulets et aux flammes, ils se dirigent vers leur proie pour la faucher, sans prononcer le moindre son. La peur qui s'empare des soldats lorsque la faute d'une de ces créatures commence sa sinistre moisson est telle que la plupart détalent sans demander leur reste. De toute façon, les attaques physiques ne peuvent rien contre de tels adversaires, car seules les armes enchantées ou la magie peuvent venir à bout d'un spectre. Fort heureusement pour les vivants, les spectres restent des créatures excessivement rares,
Mais un seul d'entre eux est capable de massacrer toute une garnison en une seule nuit d'horreur. Les spectres sont des créatures immatérielles, sans substance ni poids, et dépourvues d'enveloppe charnelle. Les caractéristiques des spectres sont l'immatérialité. Les spectres sont des créatures sans substance ni poids, et dépourvus d'enveloppe charnelle. Ils sont ainsi insensibles aux armes ordinaires qui passent à travers leur corps comme à travers l'air. Seule la magie peut les inquiéter. De plus, ils peuvent traverser les objets solides et les obstacles sans entrave, bien qu'ils ne puissent pas voir au travers de ces objets. L'attaque glaciale. Le toucher d'un spectre draine l'essence vitale des créatures vivantes, et ni les armures, ni même une robuste constitution n'offrent de protection contre cela. L'esquive est la seule façon de s'en sortir, car il ne sert à rien d'essayer de parer une telle attaque. Les Banshees. Elles ont quelque chose de plus terrifiant que tout ce qu'on peut affronter, démons y compris. Et ce n'est pas juste le fait qu'elles me rappellent toute mon ex-femme. Capitaine Schultz, commandant de mercenaires. Ne demande pas pour qui hurle la Banshee, car ce pourrait bien être pour toi. Proverbe Stirlander. Quand un mortel décède, son essence se dissipe et ne laisse qu'une coquille derrière elle. Les sons inhumains qui accompagnent l'avancée d'une armée de morts vivants sont une arme psychologique très efficace. Qu'il s'agisse des gémissements du zombie, du froissement des ailes de chauve-souris, ou des ricanements des nécromanciens ressuscitant sans arrêt de nouveaux cadavres, tous contribuent à déstabiliser l'ennemi. Cependant, c'est le hurlement des Banshees qui reste le plus redoutable, car il est capable de glacer le cœur et l'âme de ceux qui le perçoivent. La Banshee est bien plus dangereuse que les fantômes et les apparitions que rassemblent parfois les nécromanciens et les vampires au sein de leur armée d'esprits, car cette créature attaque les vivants sans incitation ni encouragement de leur part. Quand une Banshee fait partie de l'escorte d'un puissant vampire, c'est parce qu'elle sait qu'elle aura l'occasion d'infliger de grandes souffrances. Bien des sorcières et des magiciennes ont ravagé les terres au cours des siècles, et les plus amères d'entre elles parviennent à se raccrocher à un semblant d'existence après leur mort, et deviennent des Banshees. Elles redoutent de franchir le voile pour faire face à la punition qui les attend en conséquence de leur acte malfaisant. Les comtes vampires n'ont donc aucune difficulté à les lier à leur service. Les Banshees hurlent sans cesse en souvenir des plaisirs de la vie dont elles ne peuvent plus jouir, et à cause des tourments qu'elles craignent de subir sans jamais pouvoir connaître le repos de la tombe. Leurs cris funèbres glacent d'effroi les mortels, au point que quiconque n'est pas pourvu d'une volonté de fer tombe souvent raide mort lorsqu'il l'entend. Du sang coule de ses oreilles et de son nez,
alors que le ululement surnaturel de la banshee ravage son cerveau. Les chevaliers s'effondrent sans vie de leur selle, et des rangs entiers de fantassins s'écroulent, le corps secoué de spasmes. Le visage d'une banshee est décharné, encadré par des mèches de cheveux filasses qui ondulent comme des serpents. Elle est vêtue d'un suaire ou d'une robe déchirée qui semble animée d'une vie propre et qui s'agite comme sous l'effet d'un vent ou de courants autrement imperceptibles. Chaque banshee est entourée de lueurs vacillantes, les esprits des hommes qu'elle tua au cours de sa vie. Ces feux follets sont liés à leur meurtrière par une alchimie étrange et tournent autour d'elle, prenant parfois la forme d'une tête fantomatique figée dans une expression de terreur indicible. Les banshees préfèrent user de discrétion pour attaquer leur ennemi en se dissimulant dans un objet approprié. Une banshee cachée de la sorte jette régulièrement un œil à l'extérieur en passant la tête hors de l'objet en question. Quand sa proie est proche, elle bondit et l'attaque. Les banshees les plus rusées peuvent tenter d'abattre leurs victimes les unes après les autres, s'en prenant d'abord aux traînards ou aux éclaireurs avant d'attaquer le reste du groupe. Toutefois, la plupart sont trop ivres de furie et de haine pour se livrer à un subterfuge autrement plus subtil que de se cacher avant de passer à l'attaque. Une banshee fait peser à elle seule une menace considérable contre tout un contingent de soldats, d'autant plus que même les vétérans de dizaines de guerres, qui seraient théoriquement de taille à faire face à un vampire, n'ont aucun moyen de se défendre contre son cri surnaturel. Pour couronner le tout, les seigneurs de la non-vie ont fréquemment recours au service de plusieurs de ces créatures. Ainsi, lors du siège de la forteresse de Pierrefer, le rusé vampire Victros von Krieger comprit que son infanterie ne parviendrait jamais à atteindre les murs, car elles étaient réduites en pièces par l'artillerie plus vite qu'il ne pouvait la relever. Même ses troupes d'élite ne pouvaient briser les portes de pierre du bastion. Il y envoya alors les esprits désincarnés de 3 banshees, car si les nains pouvaient s'estimer à l'abri des attaques physiques derrière leur épaisse muraille, il n'en était pas de même face aux cris funèbres des banshees. Les 3 esprits maléfiques traversèrent sans peine les murs et hurlèrent à travers les meurtrières et les couloirs, ravageant les rangs des défenseurs. Von Krieger se contenta ensuite de ressusciter les soldats qui venaient d'être tués par ses servantes grâce à ses pouvoirs nécromantiques, puis leur ordonna d'ouvrir les portes du bastion. Les morts-vivants, tout juste réanimés, s'exécutèrent, scellant ainsi le sort de leurs anciens camarades. Les caractéristiques des banshees sont l'immatérialité. Les banshees sont des créatures sans substance ni poids et dépourvues d'enveloppe charnelle. Elles sont ainsi insensibles aux armes ordinaires qui passent à travers leur corps comme à travers l'air. Seule la magie peut les inquiéter. De plus, elles peuvent traverser les objets solides et les obstacles sans entrave, bien qu'elles ne puissent pas voir au travers de ces objets. Cris funèbres,
Une banshee est capable d'émettre un cri surnaturel qui peut faire mourir de peur les créatures les plus impressionnables. Même les plus lointains échos de ce sinistre hurlement glacent d'effroi le cœur des vétérans, tel le signe annonciateur d'une mort imminente. Ceux qui survivent aux cris funèbres d'une banshee conservent rarement leur santé mentale, se persuadant que la mort les attend, et ils sont incapables de se débarrasser de ce sentiment. Ici s'achève la première partie de notre voyage dans l'armée des morts. Tu connais désormais les visages de ceux et celles qui la dirigent. Joins-toi à moi. Rejoins-moi encore dans le chemin des ombres. Notre voyage ne s'arrête pas là. Tout ne fait que commencer. Nous serons telles de petites chandelles dans l'obscurité, dont les flammes embraseront le monde, grâce à la connaissance et au pouvoir. Le pouvoir de la nuit.